face à la montée en puissance de la population africaine, tant au niveau du continent que dans la diaspora, il demeure un problème fondamental, c'est-à-dire nous sommes beaucoup plus exclus financièrement, c'est-à-dire nos populations n'ont pas accès au compte bancaire. Les statistiques montrent qu'il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au compte bancaire et plus de 75% se trouvent en Afrique. Donc, il y a environ 6 ans, nous avons réfléchi comment est-ce qu'on peut partir des technologies émergentes, des solutions plus adaptées, plus customisées pour répondre à cette problématique. Et fort de cela, nous avons travaillé fort pendant ces années à voir comment est-ce qu'on peut le peaufiner, comment l'adapter, comment le customiser pour répondre à cette situation qui est plutôt préoccupante en Afrique, l'exclusion bancaire. Salut à toutes et à tous, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur notre plateforme Écho du Territoire pour une autre édition de votre programme L'Interview. C'est le mois de l'histoire des Noirs, c'est février. Et bien, à cette occasion, nous recevons deux jeunes entrepreneurs qui s'illustrent au Canada et bien sûr dans d'autres pays africains avec des propositions et des solutions pour le développement de l'Afrique. Camille Aubin-Lagueux est cofondateur et président d'une start-up qui se nomme Shore Banka, basée au Canada. Avec lui, Bomono Héron, le vice-président principal. Ils sont avec nous pour quelques minutes d'entretien sur l'inclusion financière et le développement de l'Afrique. Messieurs, merci de nous rendre visite. Merci Jean-Soleil de nous recevoir. Merci Jean-Soleil, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et à cette occasion, nous célébrons l'excellence dans les communautés noires. Vous faites partie de ces jeunes que nous avons rencontrés et qui ont quand même des solutions à proposer. Mais d'abord, commençons par cette entreprise que vous dirigez, Shore Banka. Je pose la question au cofondateur. Qu'est-ce que c'est Shore Banka? D'où est-ce que ça vient? Quelle est la motivation de la mise sur pied d'une entreprise comme celle-là? En fait, l'idée est très simple. Shore Banka, comme le nom indique, ça veut dire Shore Banka en anglais. C'est la traduction littérale française donne le mot banquier sûr. Oui. Alors, Shore qui traduit, qui veut dire assurance, qui fait penser à l'assurance, le confort. Exactement. Ouais. Donc l'idée est partie Ce n'est pas une banque. Pour l'instant, c'est pas une banque, mais avec une vocation bancaire, parce que la banque aujourd'hui devient totalement dématérialisée et les solutions bancaires sont essentiellement aujourd'hui axés sur des technologies innovantes. Donc, Shore Banka est fort de ses compétences et de ses capacités à pouvoir offrir des solutions technologiques pour révolutionner non seulement les services bancaires, mais financiers. Donc, l'idée est partie du principe que face à la montée en puissance de la population africaine, tant au niveau du continent que dans la diaspora, il demeure un problème fondamental, c'est-à-dire nous sommes beaucoup plus exclus financièrement, c'est-à-dire nos populations n'ont pas accès au compte bancaire. Les statistiques montrent qu'il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au compte bancaire et plus de 75% se trouvent en Afrique. Donc, il y a environ 6 ans, nous avons réfléchi comment est-ce qu'on peut partir des technologies émergentes, des solutions plus adaptées, plus customisées pour répondre à ces problématiques. Et fort de cela, nous avons travaillé fort pendant ces années à voir comment est-ce qu'on peut le peaufiner, comment l'adapter, comment le customiser pour répondre à cette situation qui est plutôt préoccupante en Afrique, l'exclusion bancaire. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que vous permettez aux Africains qui vivent en Afrique d'avoir des comptes bancaires, ou alors il s'agit simplement des Africains qui vivent au Canada? Comment ça se passe, Héron? Donc justement, grâce à parce qu'il faut préciser l'inclusion financière ou l'exclusion financière, je crois que c'est plus l'inclusion financière, ça fait partie des objectifs de développement durable. Si vous regardez les ODD, il y a 18 en tout, je crois, près d'une vingtaine, et il y a au moins 15 qui sont en rapport avec l'inclusion financière. C'est la solution pratiquement clé partout pour résoudre les problèmes comment appeler ça, de l'informel qu'il y a beaucoup plus chez nous, pour accompagner et même on dit l'empowerment des femmes, des jeunes, de pratiquement tout le monde. Si vous avez remarqué dans nos communautés, cet accompagnement manque essentiellement. Nous sommes
travailleurs, beaucoup de gens qui vendent dans la rue, les taximens, les coiffeuses, les tourneurs d'eau, toutes ces personnes manquent cet accompagnement-là qui vont leur permettre de déjà profiter de ce travail qu'ils font et pourquoi pas monter en puissance pour produire davantage, planifier leur retraite, planifier, c'est pas moi quoi, des voyages pour ceux qui veulent aller à la Mecque, toutes ces choses que nous rêvons de faire, toutes ces choses qui sont comme des handicaps. Nos technologies donc permettent de pouvoir donner à cette personne. Vous n'avez peut-être pas répondu à ma question, oui. Je vais revenir. Est-ce que Short Banka permet, parce que Camille parlait des comptes bancaires inexistants, beaucoup d'opérateurs économiques fonctionnent encore comme à l'ancien temps, ils n'ont pas de compte bancaire, donc ils ne sont pas crédibles. Je voulais partir de là pour montrer que ce n'est pas que c'est vrai qu'on parle d'inclusion bancaire, mais aujourd'hui, comme Camille l'a si bien dit, la banque, ce n'est plus simplement que le compte bancaire, la banque, ce n'est plus simplement que l'édifice. La banque, c'est la possibilité de donner à tout un chacun d'avoir son argent déjà à sa disposition et de faire en sorte que cet argent travaille pour cette personne-là. Donc, oui, c'est des comptes bancaires, mais ça va plus loin que les comptes bancaires. Et c'est sur, la bonne nouvelle, c'est sur le téléphone. Aujourd'hui, la pénétration du téléphone ça explose. L'Afrique est l'un des endroits où le téléphone est en train de... C'est un grand marché. L'usage du téléphone, oui. Effectivement. Donc, ils sont nombreux qui ont les téléphones intelligents de plus en plus en Afrique. Donc, nous, on parle du téléphone intelligent pour donner aux gens la possibilité de travailler, de faire la banque, de commercer, de socialiser, tout en un. C'est ça que notre pile technologique apporte aussi. Alors, donc c'est une, comment on veut dire, c'est une solution mobile. Absolument mobile. Absolument mobile. Oui. Et c'est ça la révolution là-dedans. Interopérable aussi. Elle est interopérable, elle est mobile, mais elle s'inscrit dans un cadre qui est déjà là, c'est-à-dire un environnement où les gens ont déjà des téléphones. On essaie d'amener à un autre niveau en offrant un cadre plus bancaire. En termes d'encadrement, des mécanismes de formalisation, de permettre aux usagers d'échanger, c'est-à-dire de vendre, acheter, de payer à travers leur téléphone. Et derrière, formaliser leur activité en même temps. Tout cela en Afrique. Oui, en Afrique. Pas seulement en Afrique. Et aussi connecté avec l'Occident, parce que la plupart de nos frères et sœurs ont chacun une personne qui vit en Occident. Et ces personnes envoient régulièrement de l'argent pour soutenir les familles en Afrique. Donc ça, l'idée, c'est de créer ce pont, de créer ce lien qui va faciliter ces transactions-là en temps réel, à moindre coût, et aussi permettre à ces personnes d'être inclus financièrement. Quels sont vos champs d'action? J'ai fait un peu des recherches sur vous et je me rends compte en réalité qu'au-delà de la banque, il y a toute une philosophie derrière, au-delà des services bancaires, financiers, il y a toute une philosophie derrière. Vous dites d'ailleurs, et c'est votre constat, que l'Afrique a beaucoup de difficultés à se développer. Quel constat avez-vous fait aujourd'hui sur le plan de la finance? Sur le plan de la finance, ce que nous avons constaté, c'est que bien qu'il y ait des banques en Afrique, il y a tellement de banques en Afrique, il y a toujours cette difficulté de financer des projets ou d'avoir une économie dont ces systèmes bancaires financent effectivement. Donc ça, c'est l'un des premiers constats. Deuxièmement, on constate une espèce de fracture. Donc il y a une espèce de fonctionnement en silo qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'évaluer, de mesurer l'activité économique. Alors, quand on n'est pas capable de mesurer, c'est difficile de pouvoir attribuer une valeur et de pouvoir valoriser cette activité. D'où la notion de voir l'économie africaine comme pas assez productive, c'est-à-dire on n'est pas capable de mesurer, parce que c'est une énorme partie des personnes qui fonctionnent dans l'informel, croyant à tort ou à raison, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont à l'aise quand ils sont dans l'informel, mais ça a un autre impact plutôt négatif pour l'économie toute entière. Donc, en essayant d'apporter une solution qui permet d'interconnecter des gens qui font déjà des activités économiques, ça va permettre de mieux les évaluer, de mieux booster et d'envisager d'autres options qui ne sont pas le cas aujourd'hui à travers cette interconnectivité. Et cette oui. Moi, je peux même encore ajouter, il y a plein de banques en Afrique, mais il y a aussi, dans ces dernières années, on a remarqué que la diaspora envoyait beaucoup d'argent en Afrique. Les transferts sont des montants pratiquement qui donnent le tournis, qui dépassent de très loin les aides publiques au développement, qui dépassent de très loin les investissements directs étrangers des pays occidentaux et tout. Mais on se rend compte que cet argent, au-delà de servir les besoins primaires des familles, des individus, ça
ne sert pas pratiquement à l'économie, parce que si vous êtes ici en Occident, je crois que vous avez vu, il y a une corrélation entre la consommation et la santé économique des pays africains, des pays occidentaux. Chez nous, c'est curieux, tous ces milliards de dollars qui sont envoyés par la diaspora servent essentiellement à la consommation. Mais d'un autre côté, on voit nos pays, la pauvreté ne cesse de s'agrandir. Enfin, on a l'impression que rien n'avance, tout est sclérosé. Est-ce que ce n'est pas d'abord ça l'objectif, le but de ces transferts d'argent? Est-ce que ce n'est pas de répondre à ces besoins primaires? Parce que c'est à ça que nous sommes encore réduits. L'Afrique, il faut le reconnaître. C'est une très bonne chose, parce que je viens de dire, la consommation et la santé économique, ça va de pair. Donc, c'est même bien que nous ayons des besoins. Je ne sais pas quel est le savant qui a dit, c'est même bien d'avoir des problèmes, parce que quand on résout des problèmes, on crée des emplois. Donc, c'est très bien que nous ayons des problèmes. Ça signifie qu'il y a un vaste marché, il y a des opportunités de croissance et de création de richesses. Ce que nous apportons avec nos pays technologiques, c'est donc de permettre à cet argent qui rentre en Afrique. Moi, j'aime beaucoup illustrer. Est-ce que vous êtes en train de dire, Héron, qu'on fait mal d'envoyer de l'argent pour résoudre un problème de paludisme? Au contraire. Ou bien pour donner à manger aux familles en Afrique? Nous faisons très bien d'être aussi solidaires, de montrer justement cette solidarité africaine, de montrer que nous sommes restés, moi je dis quand on parle de diaspora et puis de l'Afrique, on crée un faux pont qui n'existe pratiquement pas. Nous ne sommes vraiment pas partis d'Afrique. Certains d'entre nous sommes prêts à donner l'actualité des deux pays en temps réel. Donc, en permanence. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose que nous soyons toujours connectés, et c'est même une très bonne chose pourquoi ça va nous permettre donc de pouvoir ensemble, parce que ce sont des expressions africaines. Une seule main ne fait pas un paquet. Mais où est donc le problème sur ces transferts d'argent de la diaspora vers l'Afrique? Parce que vous revenez dessus, hein, je vous ai suivi sur plusieurs plateformes. Vous semblez revenir dessus, vous semblez y voir un problème. Et à quel niveau se trouve le problème? Non, nous ne voyons pas ça en tant que problème, nous voyons ça en tant que solution. Donc, je crois que c'est peut-être ça qu'il faudrait dire. Oui, on voit ça en tant qu'opportunité, une possibilité de l'amener à un autre niveau. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les fonds qui sont envoyés en Afrique passent par le circuit classique, arrivent auprès des bénéficiaires qui les retirent. Donc, vous voyez que du point de vue économique, il y a déjà une fracture. Donc, ils rompent le flux financier pour le ramener à l'espèce physique, ce qui rend la difficulté d'évaluation. Donc, une fois qu'ils l'ont dépensé, ils reviennent encore attendre l'autre qui a envoyé. Alors, si je fais maintenant un comparatif, cet argent ici au Canada, quand les gens ont peut-être des enfants, ils reçoivent des allocations. Ces allocations, c'est des aides. Également. Et dans leur état financier, c'est-à-dire leur situation financière, ce montant est considéré comme un revenu. D'ailleurs, beaucoup s'en servent pour financer même l'acquisition de leur premier logement, financer des projets. Et c'est la même chose que nous envoie en Afrique. Comme l'environnement est hyper fragmenté, les gens préfèrent retirer en cash dépensé. Et pourtant, ils ont des téléphones qui est déjà un outil qui leur bancarise, mais l'environnement ne leur bancarise pas réellement. Donc, l'idée, c'est de créer cette connexion. Et qu'est-ce qu'ils perdent dans ce moment? Qu'est-ce que celui qui reçoit? Parce que je veux vraiment qu'on ait quelle lanterne de Monsieur Lambda qui nous écoute. Qu'est-ce qu'il perd, celui qui reçoit? Parce que vous semblez dire, il y a beaucoup de choses qu'on perd dans ce transfert d'argent de la diaspora vers l'Afrique. Je résume ça ainsi. Mais qu'est-ce que celui qui reçoit de l'argent qui vient du Canada en Afrique, qu'est-ce qu'il perd? Et qu'est-ce que celui qui envoie perd dans ce système que vous déplorez? Celui qui en reçoit, il perd du fait qu'il n'est pas bancarisé. Donc, il n'a pas de compte bancaire. Il fait juste un retrait, c'est-à-dire que c'est une somme qu'il reçoit sporadiquement, il le dépense. That's it. Maintenant, celui qui envoie, il envoie les transferts de fonds vers l'Afrique, montrent que le taux est toujours élevé. On est à plus de 6% en moyenne de tous les fonds. Donc, si on estime à 52 milliards d'argent qui est allé vers l'Afrique en 2022, on voit que le taux de 6%, c'est énorme. Donc, en ayant un environnement de transactions interconnectées, ce transfert devient gratuit, déjà. Donc, il y a un problème de coût du frais qui est réduit. Et de l'autre côté, la personne qui reçoit et qui est sur une plateforme bancaire, il est déjà inclus financièrement. Donc, ça lui permet d'avoir une comptabilisation de son utilisation d'argent en termes de flux, encaissement, décaissement, parce qu'il va recevoir de l'argent, et s'il le dépense avec son téléphone, il y a une historicité. Et par là même, il devient peut-être crédible. Crédible, exactement. Et il peut bénéficier des services bancaires tels que les prêts, les emprunts, sur la base des transactions régulières qu'il fait. Donc, ce sont des grosses pertes. Oui. Je peux rajouter, peut-être pour illustrer, ceux qui reçoivent cet argent,
ne dépensent pas entièrement et au même moment. Donc, c'est pour acheter à manger, c'est pour payer des factures par-ci, par-là. Donc, Acheter des médicaments. Acheter des médicaments, payer le loyer, enfin, sûrement, c'est des dépenses de base. Imaginez, moi, j'aime toujours illustrer 1 million de personnes en Afrique qui sont sur cette plateforme, cet écosystème qui leur permet déjà d'avoir comme un compte bancaire pour recevoir cet argent, la possibilité de le dépenser toujours digitalement. Il va toujours rester 1 franc par-ci, 2 francs par-là. Ils ne dépensent pas tout. Présentement, qu'est-ce qui se passe avec l'exclusion financière, le fait que les gens ne soient pas bancarisés? Ce 5 francs, ce 10 francs qui restent de tout ce qu'on a envoyé, tout ce qu'il a reçu, ça se perd dans les tiroirs, ça se retrouve dans la rue, et voilà, ça aggrave la pauvreté. Par contre, imaginez si nous sommes sur une plateforme où ce 10 francs est là, avec tous les outils technologiques que les technologies émergentes nous permettent d'avoir, c'est 10 francs fois 10 millions, par exemple, d'utilisateurs. Voilà l'argent qu'on a besoin pour les projets et tout le reste que nous avons en Afrique. Déjà, juste seulement avec les transferts de fonds, on peut y aller trouver suffisamment pour pouvoir accorder des microcrédits par-ci. C'est la bonne nouvelle et ce qui est tellement fascinant avec, c'est que c'est pas des individus assis quelque part qui vont décider, OK, je donne le crédit à tel, je donne pas à tel. Non, c'est les contrats intelligents. C'est toute cette technologie qui seront mises en œuvre et qui vont nous permettre, en fonction de l'historique des crédits, c'est-à-dire telle personne, son profil, tous les jours, c'est qu'il reçoit maintenant en moyenne 10 000 francs CFA, il dépense 9 900, il reste peut-être 100 francs. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois après, la plateforme peut aller vers la personne et dire, ah tiens, on peut te donner un microcrédit de 500, de 1000 francs, de 5000. Seulement sur la base du flux des transactions que vous faites, vous pouvez avoir, vous pouvez bénéficier d'un emprunt bancaire. Je crois que nos frères de la diaspora qui vivent en Occident peuvent le confirmer sur la base juste de vos revenus et du fait que vous êtes régulièrement payé, vous recevez régulièrement de l'argent. Ici, vous recevez des annonces, c'est-à-dire que parfois c'est des enveloppes à la maison. Ah, vous êtes éligible pour un crédit, vous êtes éligible pour une marge de crédit, ou bien si vous avez peut-être un gros montant qui traîne dans votre compte chèque, la banque ou bien un conseiller, ou bien il y aura une alerte qui va vous dire, vous pouvez déplacer votre argent dans tel endroit, vous allez gagner plus, vous voyez. Donc, c'est tous ces outils qui seront mis à la disposition. C'est pour ça qu'on dit qu'est-ce que les gens perdent avec la façon de fonctionner maintenant, c'est tout cela. Et si on a dans cette infrastructure, ils gagnent donc d'être inclus financièrement, donc d'avoir déjà la grosse première chose qu'ils gagnent, c'est la sécurité. Parce que nous avons les histoires de personnes qui sont allées à Western Union ou bien à des endroits récupérer l'argent et se sont fait agresser la minute d'après. Donc la première chose, c'est qu'on n'a plus besoin de vous déplacer du confort de votre chambre. Votre parent vous envoie de l'argent, vous êtes dans votre chambre, vous l'avez reçu, vous êtes le seul au courant que vous avez reçu de l'argent et vous dépensez maintenant aussi digitalement en payant vos factures et ceci. Et en fonction de votre utilisation, les solutions technologiques qui sont incluses, les outils technologiques vont vous dresser un profil et vont aller vers vous proposer soit un plan d'épargne, soit des produits financiers, soit même un prêt, soit un crédit, ou vous pouvez commencer à planifier. Vous avez, en plus de ce transfert d'argent que vous recevez, une activité que vous menez. Ça peut aller vers vous dire, voilà, pour 50 francs par jour, pour 100 francs par jour, pour 200 par jour, vous pouvez assurer votre outil de travail, vous pouvez souscrire pour une épargne retraite, vous pouvez autant de choses que nous n'avons pas actuellement en Afrique. Alors, quels sont ces outils technologiques? Parlons-en. Plus concrètement, oui, les outils que vous mettez en place les outils que nous mettons en place sont essentiellement axés sur les technologies émergentes. Et quand on parle de technologies émergentes, on va parler de la blockchain, qui est l'une des technologies révolutionnaires de notre époque, qui a démontré sa capacité en termes de sécurité, de résilience aussi, d'infalsification des données qui sont dessus. Donc, c'est ça qui est comme la couche de base. Alors, ça rassure et ça crée une espèce de confiance, sachant que les opérations qui sont effectuées sur le registre blockchain, parce que c'est exactement comme un registre comptable, où les transactions sont faites en termes d'entrée et sortie, ou débit-crédit, et les personnes sont renseignées en temps réel. Donc, si j'envoie $100 à quelqu'un, directement, l'écriture est faite, la personne reçoit $100 et en même temps, les différents fichiers sont mis à jour. Et la bonne nouvelle dans cette technologie qui a révolutionné les services bancaires et financiers, c'est la capacité d'offrir ces services-là à moindre coût. Donc, il y a déjà une réduction de coût. Et deuxième technologie qui deuxième outil qui est mis en exergue, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient donc aider à optimiser l'offre de service, à répondre à certaines
questions comme par exemple l'octroi de crédit, le conseil financier qui aujourd'hui devait demander plus de personnes à le faire. Deuxièmement, aussi, on a l'Internet des objets. Donc, l'interconnectivité permet aussi de mieux évaluer, de mieux offrir des services personnalisés à ces personnes. Il y a également les technologies comme la 5G pour la connectivité et la montée en puissance ces derniers temps où on voit la 6G qui viendra davantage rendre les flux transactionnels plus rapides, plus instantanés. Donc, c'est cette technologie-là que nous avons dans notre pool d'offres qui est propre à nous, parce qu'il faut le dire, la bonne nouvelle avec Shaw Banca, c'est que nous avons nos propres piles technologiques. Donc, c'est axé sur notre infrastructure, de la base jusqu'à l'interface d'utilisateur. Est-ce que vous avez parlé d'une dynamique de commerce intra-africain, et vous savez que dans le domaine de transfert d'argent, il pilule des entreprises aujourd'hui au Canada qui font dans le transfert d'argent de l'Afrique pour le Canada et puis du Canada pour l'Afrique. Est-ce que votre initiative vise à les fédérer, toutes ces compagnies, ou alors à les détruire complètement, à les mettre de côté? Dans le fond, l'idée est de fédérer. Parce que vous savez, quand on réfléchit de façon plus élargie, c'est de se dire, mettons-nous ensemble pour résoudre le problème. C'est le rôle d'un entrepreneur, dans le fond, c'est de chercher à résoudre un problème. De trouver des solutions. Trouver des solutions. Alors, s'il trouve des solutions, il fait de l'argent. Donc, on est ouvert à amener cette personne sur la même bannière, réfléchissons ensemble, voyons comment on peut trouver l'interopérabilité ou l'intégration pour résoudre ce problème. Et c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, si la personne trouve que non, il n'est pas ouvert, bon, nous, on va partir sur le principe de l'offre et que le marché décide qui est celui qui fait la bonne affaire pour le client. Oui. Est-ce que dans cette dynamique de fédération, ainsi de suite, est-ce que c'est une dynamique que vous avez déjà lancée, ou bien vous êtes encore à la phase de la conception de vos solutions? Non, nos solutions déjà sont, nous avons des produits minimums qui sont déjà même utilisables. Des personnes en profitent pour faire des transactions, pour avoir une présence digitale en ligne. Je ne sais pas si je vais les nommer. On a Loop, qui est déjà même, il y a une prouesse technologique. C'est la première hyper application au monde. Jusqu'ici, on parlait de super application. Et on a beaucoup... C'est une application qui est mise en place par vous? Oui. On a Loop, qui est une hyper application. Je crois que c'est même sur le t-shirt donc, jusqu'ici, on a les super applications dans le monde. Est-ce qu'on peut parler de cette application Loop? Oui. Nous sommes, il faut le dire, nous sommes en train de célébrer le génie noir, et nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs. Alors, vous mettez une application en place qui s'appelle Loop. Parlons-en. Parlons du moins des innovations de cette application. Voilà, c'est ça que je dis. Il faut insister sur ce point-là. Oui. C'est une hyper application. C'est la première fois. Je crois que s'il y a même des personnes qui sont connaisseuses qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on parle d'hyper application. Jusqu'ici, on parle d'application. Et quand on va un peu plus loin, c'est super application. Donc, il y a les applications. Super application, c'est plusieurs applications ensemble. Mais nous allons maintenant au-dessus. Hyper application, c'est donc des applications, des super applications et une hyper application qui chapeaute dans les... Donc, c'est une prouesse. C'est pour la première fois dans le monde. C'est un tout en un pour aller droit au but. C'est un hub social et financier. C'est même l'intelligence artificielle qui est intégrée dans cette hyper application qui est sortie avec ce slogan. Ça permet de socialiser, donc presque tous les médias sociaux que vous avez présentement, Facebook, TikTok, WhatsApp et tout, c'est pratiquement réuni là, et même mieux. Et à côté de ça, donc, maintenant, vous avez donc, progressivement, c'est le produit minimum, mais vous avez un wallet. C'est comme si vous avez votre compte Facebook que vous ouvrez, et vous avez un porte-monnaie. Ça vous permet d'aller sur la place des marchés, vous pouvez acheter et vendre, vous pouvez faire des levées de fonds. Présentement, sur les autres médias sociaux que je ne vais pas citer, vous pouvez appeler à l'aide, par exemple. J'ai lancé une cagnotte, aidez-moi, machin, tout à fait. Et puis vous mettez, voici le lien GoFundMe. Ça signifie que la personne doit sortir de cette plateforme pour aller contribuer sur notre plateforme. Avec Loop, on n'a plus besoin de faire tout ça, vous faites tout sur place. Et ce n'est que le produit minimum. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités que nous sommes en train d'intégrer progressivement. Donc, les comptes bancaires, donc, vous voyez comment on apporte la solution à l'inclusion financière sans changer pratiquement l'existant. Donc, les gens vont toujours continuer à aller en Afrique, sur les réseaux sociaux, échanger avec leurs parents et tout. Mais parallèlement, donc, ils ont des comptes bancaires, et ils ont des produits et services financiers qui vont avec, ils peuvent acheter et vendre. Donc, c'est un peu ça, c'est Loop. Ça, c'était une parenthèse. Je vous parlais de la dynamique de fédération. Est-ce qu'elle est lancée déjà?
cette dynamique, ou bien c'est encore en vue? Elle est lancée parce que nous sommes ouverts. Vous savez, on reproche quand même aux afro-descendants cette tendance à toujours vouloir évoluer en solitaire. Exactement. Ou alors à créer des solutions pour contrecarrer d'autres, pour disqualifier d'autres et pour avoir tout seul le gain du marché. Ce n'est pas votre esprit, ça. Non, pas du tout. La philosophie même de base de Shaw Banca était de mettons-nous ensemble, offrons-nous des services ou bien produisons ce que nous consommons. C'est ça la philosophie de base. Et on est parti du principe de l'économie collaborative, l'économie de partage. Je te dis, j'ai une compétence dans tel domaine ou bien je pense que voici comment on peut faire. Au lieu que j'ai un chevalier solitaire, c'est-à-dire de dire non, moi je veux le faire et pourtant il y a une autre personne qui est en train de dire le faut bien en avance. Comment je peux me rapprocher de lui pour qu'on le fasse ensemble pour être plus fort. C'est ce qui se passait même en Chine. Quand on regarde cette prouesse technologique. En Inde aussi. En Inde, aux États-Unis, même à la Silicon Valley, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a une espèce de foisonnement, il n'y a pas de problème, mais rendu à un moment donné, on commence à se fusionner. On commence à se mettre ensemble pour dire, ah non, au lieu que je cherche à réinventer la roue, l'autre personne a déjà, comment est-ce qu'on peut aller à un autre niveau? C'était ça la base. Et notre écosystème est tellement ouvert. Le principe de collaboration est basé sur le win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que moi j'apporte? Comment est-ce qu'on peut l'amener à un autre niveau? De façon transparente, de façon équitable. Donc, ça a toujours été notre idée, notre idéologie, notre philosophie. Et vers qui vous tendez la main pour cette dynamique? Quelles sont vos cibles? Sans même, ce sont les banques, ce sont les... Oui. Jean Solin, même Camille, tu aurais dû commencer par préciser. Déjà, même l'équipe principale de Shaw Banca démontre que nous sommes... je sais pas. L'Afrique a miniature une espèce de diversité. Ouais. Donc, jusqu'à présent, notre équipe est constituée représente toutes les personnes de l'Afrique. On va avoir des Nigérians, des Camerounais, des Congolais, des Ivoiriens. Et les personnes qui ont pris part au projet à son démarrage jusqu'à présent sont de toutes les nationalités, jusqu'aux afro-descendants, haïtiens, guadeloupéens, autres, qui ont vu la vision, qui ont vu ce sursaut et ils ont adhéré à la philosophie. Et en termes de personnes à qui nous adressons, cible, c'est monsieur et madame tout le monde, dans un premier temps, parce que nous sommes tous concernés par tout ce qui a trait à l'argent ou au paiement. Chacun fait le paiement tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on est interpellé, que ce soit une entreprise de taille moyenne, de grande taille, ou un gouvernement, ou une association. Notre solution répond à leurs besoins. Collectivité locale et tout. Donc, au niveau de la diaspora de l'Afrique, nous avons ouvert, nous sommes présents en ligne, nous sommes on tend la main à tout le monde, de toute façon. Comment est-ce que vous pourrez, quel mode de collaboration auriez-vous, par exemple, avec des structures existantes qui font dans le transfert d'argent, par exemple? Quel mode de collaboration? Comment ça peut se caractériser, ce type de collaboration? Oui, et merci d'ouvrir ce pan-là parce que Parce qu'il n'est pas quand même question de solliciter qu'ils ferment leur porte pour que vous existiez. Non, pas du tout. Nous avons, depuis le départ, entrepris des démarches vers ces institutions-là, en leur proposant cette technologie, en leur disant, regardez, voici ce que vous faites actuellement. Voici l'application Loop, hyper application, par exemple. Oui, qu'elles peuvent venir se plugger à votre système pour mieux servir les populations en termes de résoudre le problème. Parce que il faut comprendre que dans le paysage, comme j'ai dit, il y a une espèce de fonctionnement en silo. Alors, on va utiliser un système, déjà aller chercher les gens là où ils sont. C'est pas vraiment des choses qu'on voit tout le temps. Facebook et autres, ils ont apporté une technologie de socialisation. Maintenant, comment partir de cette socialisation, aller à un autre niveau? Donc, on est parti du principe de la socialisation et bâti une architecture bancaire, parce qu'il faut le dire, Loop est sur une ossature bancaire. Donc, elle peut facilement se connecter et interopérer avec les systèmes bancaires, tout en garantissant la sécurité, la transparence et la confidentialité. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que la confidentialité sur nos plateformes est axée sur l'utilisateur. Il y a tous les mécanismes qui sont mis en place pour que la personne puisse contrôler ses affaires, qu'il soit un client, par exemple, à la Société Générale, à Ecobank et autres, il peut s'interopérer. Maintenant, au niveau de Ecobank, on a fait des offres. Je ne veux pas citer les banques, on a fait des offres, des propositions d'interopérabilité ou de connectivité avec ces banques-là, certains ont donné des accords, mais rendu à un niveau où il y a eu des résistances pour des raisons purement peut-être concurrentielles. Bon, je préfère me taire ce mot. Est-ce que vous pouvez davantage rassurer
par exemple, des entreprises existantes, des institutions existantes, c'est une collaboration vraiment gagnant-gagnante dans votre approche. Est-ce qu'il y a des éléments qui rassurent de prime abord? Parce que ne négligez pas quand même cette inquiétude, hein, lorsque quelqu'un a bâti son affaire pendant des années sur un modèle qui marche pour lui. Et qui le satisfait, qui satisfait à ses besoins, à son objectif, à sa vision, et que vous arrivez avec des propositions, il faudrait bien pouvoir le rassurer ou la rassurer que il ne s'agit pas de vous faire disparaître. Est-ce qu'il y a des éléments perceptibles et visibles dans votre système? Oui, justement, ça adresse, et c'est la beauté de ce que nous apportons. Nous adressons vraiment à tout le monde. Et particulièrement à ceux qui sont déjà en affaires, ils ont une opportunité maintenant de pouvoir non seulement consolider leurs affaires, mais de pouvoir même se projeter et diversifier ce qu'ils sont en train de faire. Parce que imaginez-vous, vous avez maintenant un outil, je peux prendre l'exemple de Kim pour peut-être illustrer, parce que c'est mieux d'illustrer à chaque fois. Peut-être, je prends le cas d'un commerçant, vous voulez un cas au Canada ou au Cameroun, je prends le cas, par exemple, prenons le cas je m'excuse de le citer, mais Congelcam. On en parlait il y a quelques jours. Ça, c'est au Cameroun. Ça, c'est au Cameroun. C'est un gros importateur de poissons. Oui. Il y a quelques semaines, il y a une caissière qui a disparu avec 25 millions, qui devait aller à la banque. Donc, nous venons avec nos technologies. C'est pas une très bonne image pour le Cameroun, ça. Non, ça se fait, on veut du concret, on veut savoir comment est-ce que nous avons OK, allons-y, oui. Donc, avec nos technologies maintenant, Congelcam n'a plus à se soucier des encaissements cash. La plupart de ces encaissements seront maintenant faits de manière digitale. Il n'y aura plus besoin de payer une caissière. Enfin, il y aura toujours des caissières, mais il n'y aura plus besoin, tel que si vous suivez l'article, vous suivez ce qui s'est passé, il y a la caissière, il y a une personne qui doit l'accompagner tous les jours à la banque pour faire le dépôt. Ça, c'est une personne qui paye un employé supplémentaire qui peut se passer maintenant. Il faut qu'il paye aussi pour que la personne aille à la banque récupérer des espèces pour faire les remboursements. Vous voyez, tout ce, juste pour recevoir de l'argent des clients. Vous voyez toute cette infrastructure, je ne vais pas dire inutile, qu'il faut mettre en place. Nous, avec nos technologies, nous supprimons tout cela. Tous les paiements sont digitaux. Plus besoin d'aller déposer à la banque depuis le confort de son bureau. Il peut faire des dépôts ou garder sur la plateforme. Il y aura beaucoup d'incitatifs parce que vous pouvez voir même ici, Tangerine et tout ça, ils rémunèrent mieux les personnes qui ont enfin, tout le monde va vers Tangerine parce que ça paye plus d'intérêt. Ils n'ont pas de building, ils n'ont pas de personnel à payer, c'est digital. Donc, ils payent plus. Donc, Congelcam aura certainement intérêt à rester avec nous. Et maintenant, regardez, il est sur cette infrastructure, on paye digitalement. Il peut commencer aussi à offrir des produits, des services bancaires. Les gens peuvent venir chez Congelcam, payer le poisson en même temps, ils ouvrent un compte bancaire. Ils peuvent rester chez Congelcam en même temps, ils perçoivent leur argent, s'ils veulent sortir l'argent cash. On pourra maintenant, il pourrait être comme quelqu'un qui sert à partir de notre plateforme les transferts d'argent depuis la diaspora. Donc, on va payer à Congelcam. La maman qui vient acheter son poisson peut dire, ah tiens, comme ici, je veux 2 kilos de poisson. Ah, je vais profiter pour faire un décaissement de 10 000 ou 20 000. C'est de l'argent supplémentaire sans avoir changé grand-chose à ce qu'il fait. Donc, vous voyez, on vient permettre déjà de créer beaucoup plus de sécurité, permettre à la personne de monter en plus avec ses affaires et pourquoi pas de diversifier et d'offrir maintenant davantage de services et d'avoir plus. Si les gens savent qu'ils peuvent aussi faire les retraits à Congelcam, ils peuvent venir faire les retraits. Puis pendant qu'ils sont, ils vont dire, ah tiens, peut-être que je vais manger du poisson. Ça va faire des clients supplémentaires. Donc, vous voyez, on ne vient pas pour tuer les business, on vient plutôt pour, avec la digitalisation, amener ces business à un autre niveau. Eh bien, alors, on va poursuivre cette fois-ci pour parler du développement de l'Afrique. Vous avez eu de très bonnes idées là-dessus, je voulais qu'on en parle. Comment partir d'un transfert d'argent pour solutionner les besoins primaires, les besoins de ventre, par exemple, les besoins de santé, pour aboutir à transformer l'Afrique. La transformation de l'Afrique, technologique de l'Afrique, la transformation des infrastructures, la mise en place des grandes infrastructures. Ça fait partie de vos préoccupations et je l'ai lu. J'aimerais que vous expliquiez à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent comment vous parviendrez à ça à travers vos outils. Effectivement, la démarche, elle est très simple. On part du principe de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire il y a d'un côté une personne qui envoie de l'argent et de l'autre côté un bénéficiaire. Alors, il envoie de l'argent à travers notre plateforme ou cette configuration dont on a décrit. La personne reçoit cet argent. Le fait que la transaction est faite à travers un circuit digitalisé,
il y a déjà une espèce de trace et de comptabilisation de ces opérations. Alors, une fois que la personne reçoit et qu'il dépense dans un environnement aussi digitalisé, c'est-à-dire, admettons, il se rend chez son boutiquier du coin, qui est également sur la même plateforme. Donc, il fait un achat. C'est-à-dire, il va acheter du pain, il fait le paiement digital. Donc, l'argent va partir de son compte vers le compte du marchand. Donc, il y a juste une écriture qui est faite sur le registre. Donc, débit, crédit. Et il y a une mise à jour. Donc, le fait que vous voyez qu'on est dans le même environnement. En termes de pool de liquidité, c'est le même bassin. Donc, c'est la même plateforme qui suit les transactions. Partant de l'expéditeur au bénéficiaire, au marchand chez qui il achète. Donc, une fois qu'on a cette capacité, derrière, ça crée ce qu'on a expliqué tout à l'heure en termes de profil de crédit. Ce profil de crédit, tant pour le client, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, qui peut éventuellement recevoir maintenant des facilités de caisse ou des crédits en temps réel offerts par l'intelligence artificielle, que pour le commerçant, qui va maintenant, à travers le fait qu'il a un outil intégré qui permet de suivre sa trésorerie et par ricochet sa comptabilité, il a maintenant un outil qui lui permet d'évaluer son risque et de pouvoir aussi bénéficier du crédit. Ça, c'est déjà l'aspect développement, c'est-à-dire développement structurel, en interconnectant, en partant de ce transfert. On n'a plus l'argent n'est plus sorti du circuit. Il n'y a plus une espèce de fragmentation. C'est facile de tracer, de voir en temps réel, tout en gardant la confidentialité, bien sûr. Mais jusque-là, je ne vois pas comment. Est-ce que ça pourrait faire pousser une industrie de transformation, c'est pas moi, du cacao, ou bien une industrie, créer une cimenterie, ou bien construire des routes. Je ne vois pas encore le lien. Je crois que ceux qui nous regardent ont besoin de comprendre le lien direct. Je vais encore illustrer. On va aller caricaturons. On est de la diaspora, tous sur cette plateforme, cet écosystème. Et on envoie l'argent à nos parents en Afrique qui sont sur le même écosystème. Oui. Ça permet maintenant, comme on dit, les agents économiques, c'est eux qui opèrent dans une économie pour permettre donc que ceux qui ont de l'argent et qui ne s'en servent pas mettent ça à la disposition de ceux qui ont besoin d'argent. L'actualité vient de nous démontrer qu'il n'y a pas d'argent qui chôme quelque part pour servir même les grandes puissances. Oui. Le président Trump aux États-Unis dernièrement a annoncé 500 milliards de dollars pour faire des États-Unis la première puissance en matière d'intelligence artificielle dans le monde. Cet argent n'est pas stocké quelque part. Ça va être pris ici, on va faire des choses par là. Bref, quelques jours avant, c'est en France, en Europe, que le gouverneur de la Banque de France a dit qu'il faut qu'on prenne l'épargne privée des Européens pour financer l'Union européenne. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'argent qui chôme, qui est stocké quelque part pour aider à faire des investissements. Et si vous regardez chez nous en Afrique, tout le monde a des projets et tout le monde cherche des financements. Tout le monde et les banques sont en sous-liquidité. Voilà, tout le monde attend que l'argent tombe ou sorte de quelque part. Ce que nous faisons, donc moi je prends un exemple et je vais continuer mon exemple. Les membres de la diaspora envoient de l'argent à leurs membres de la famille en Afrique. Les membres de la famille en Afrique consomment cet argent sur la plateforme. Ils ne vont pas dépenser. Je vous dis, si à l'heure où nous parlons là présentement, nous partons en Afrique, juste en Afrique francophone qui utilise le franc CFA, on prend 2 ou 3 millions d'adultes, on les secoue, on est sûr de tomber sur une pièce de 5 francs qu'ils ont dans la poche ou quelque part dans un tiroir. Cet argent ne sert à rien présentement parce qu'il est de manière éparse dans les poches, dans les tiroirs, dans les wallets de mobile money et tout. Mais imaginez donc maintenant, avec la technologie et ces outils technologiques que nous avons soulignés, ces 5 francs, 10 francs et tout ça, que les gens pensent que ça ne sert à rien, se retrouvent sur une plateforme où c'est répertorié. Toi, tu ne sais pas. Un pool, ça fait un pool de liquidité dont on a besoin. Et maintenant, comme j'ai dit, avec les mêmes outils à la disposition de la plateforme, c'est la plateforme qui va aller proposer des petits prêts à la maman qui fait des beignets. Il dit, tu es éligible pour 5 000 de microcrédit. Pour cette maman, c'est beaucoup, parce que beaucoup d'entre elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent des beignets. Dès qu'elles ont fini de vendre, il faut payer la scolarité des enfants, il faut soigner celui qui est malade, il faut payer le loyer. Ça fait que elle n'a plus... Il a parlé des gros projets. Vous convenez avec moi que quand on parle de développement d'un pays, il ne s'agit pas de bénétariat. C'est-à-dire qu'il s'agit des autoroutes, il s'agit des grandes institutions, des grandes infrastructures. Le tissu économique est structurant, bien fait, va facilement
créer cette si infrastructure. je peux- Et il faut également une si- très bonne intervention des États. Tout à fait. Si tout à aujourd'hui fait. on nous informe que la diaspora a transféré près de 100 milliards de francs en 2023 en Afrique, dites-moi, vous êtes des experts. Comment, avec les 100 milliards de francs CFA C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. vous allez, comment vous allez les transformer en investissement? Si je peux achever mon exemple, je viens Oui. de dire, l'argent déjà que les parents de la diaspora envoient à leurs parents en Afrique, il n'est pas entièrement dépensé. Il y a 1 franc, 2 francs, 5 francs qui restent chaque fois qu'il y a un envoi qui est fait. Cet argent, comme je dis, les 5 francs là, parfois les gens disent, ah, c'est pas beaucoup, ils jettent quelque part. Si ces 5 francs sont sur une ossature, une plateforme où ils sont accessibles, c'est déjà un pool de liquidité. 5 millions d'utilisateurs, multiplié par 5 francs, il y a 5 millions chaque fois qu'il y a un envoi. Par mois. Et ils seront stockés où? À 25 millions. Ils sont stockés où? C'est sur la plateforme. C'est Et, sur la et plateforme. comment? Et vous allez les utiliser après comment? Non, chacun le garde. Ça, c'est très intéressant. Attends, Oui, je reprends voilà, à ce vas-y. niveau-là. Oui. Du moment où on a une infrastructure telle que nous expliquons, il y a un pan qui est la gouvernance. Donc, dans l'aspect gouvernance, il y a la possibilité de lever des fonds pour répondre à des projets. Par exemple, des projets d'infrastructure. Et la bonne nouvelle, c'est que cette infrastructure permettra de gérer de façon automatisée les projets d'infrastructure avec une bonne visibilité et une traçabilité. Si je prends par exemple le cas d'une infrastructure, on décide de construire un pont qui va coûter 1 milliard. Vous allez décider de construire un La pont. population, puisque le peuple, puisque le C'est peuple, démocratique. c'est démocratique. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que le peuple trouve qu'ils ont besoin de routes dans telle localité qui va coûter 1 milliard. Alors, ils ont dans ce pool de liquidité qui est à eux, donc c'est leur argent. Ils peuvent facilement, à partir de là, financer ce projet. C'est-à-dire en travers des votes. Donc, ils vont juste voter que, OK, nous sommes d'accord qu'on veut construire cette route. Automatiquement. Donc, ça, c'est le principe de gouvernance. Et où est la place du gouvernement là-dedans? Des gouvernements? On peut pas construire de routes en Afrique sans les accords gouvernementaux. Et justement, ça rentre dans le cadre du partenariat public-privé. Est-ce que vous Et avez... en s'inscrivant dans cette démarche, le peuple est le seul garant de cet argent-là, parce que l'argent les appartient. Vous parlez de partenariat public-privé, Oui. Aubin. Est-ce que vous, en tant qu'entreprise privée, est-ce que vous avez lancé une dynamique de partenariat public-privé déjà? Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que dans... On a fait des propositions, parce que notre infrastructure, si je peux le dire, elle est aussi destinée prioritairement aux États, surtout les États africains. Et la bonne nouvelle, c'est que cette infrastructure a un pan pour la gouvernance ou le gouvernement, le e-gouvernement, pas seulement la numérisation ou bien la digitalisation des départements ministériels, mais permettre un système de gouvernement intégré, interopérable pour répondre aux besoins des citoyens. Et nous avons fait des propositions. Il y a pratiquement plus de la moitié des États africains, on leur a fait une offre, une proposition bien décrite, bien détaillée. Digitaliser la gouvernance. Et répondre plus aux besoins des populations et contribuer au développement socio-économique. Pas seulement des populations, c'est ça la bonne nouvelle. Il y a la souveraineté déjà qui est renforcée. Il y a la gouvernance, comme il a dit. Et pourquoi pas, c'est même pas nous. Si vous faites des recherches, il y a même des experts qui ont démontré la capacité qu'a la blockchain de résoudre des problèmes de sécurité, d'aider avec l'économie, la transparence, la confiance booster et l'authenticité des informations. Donc, vous pouvez vous en douter, nous avons pas seulement fait des démarches auprès des gouvernements, nous avons même contacté des communautés, collectivités locales décentralisées, les communes, les villes. Oui, nous avons contacté des établissements, des entreprises parapubliques. À chacune d'elles, on a, parce que c'est ça aussi, je m'excuse, tu veux le répéter, c'est la bonne nouvelle, c'est que ces technologies que nous avons, c'est comme des Legos. On peut les prendre de différentes manières pour régler les mêmes problèmes. Donc, je ne vais pas citer la compagnie, mais on a proposé une compagnie. Comme ici, vous avez la plupart des grosses chaînes maintenant ont pratiquement des produits financiers. Canadian Tire, vous pouvez avoir la carte de crédit de Canadian Tire, Walmart, vous avez la carte de crédit Walmart. Donc, toutes ces compagnies, Costco et tout, donc on a contacté des entreprises, il y a des entreprises parapubliques au Cameroun particulièrement, que nous avons approchées pour leur dire, voilà, nous avons l'opportunité de pouvoir, en plus déjà de ce que vous faites là, d'avoir comme une branche qui va être comme telle compagnie, Financial Products, aussi, Financial Services, où vous allez donc pouvoir maintenant, plutôt que de passer, parce que présentement, beaucoup ont des mobile money pour recevoir l'argent et tout, ça crée une cassure et un casse-tête, parce que vous payez Orange ou MTN, après il faut réconcilier avec les abonnés, et après c'est sûr que ça doit être un casse-tête.
Là, on leur offrait de pouvoir percevoir les paiements de leurs factures directement des clients et de pouvoir même régler le problème de l'adressage. C'est-à-dire, puisque c'est une compagnie d'utilité publique, les abonnés sont là, donc il y a l'adressage aussi. L'abonné n'a plus besoin de se déplacer pour faire l'abonnement. Depuis le chez lui, il peut faire une demande de connexion. Donc, toutes ces choses-là, donc, je vous rassure, la liste est très longue des personnes publiques, des personnes privées que nous avons approchées pour pouvoir donc leur permettre de profiter de cette technologie. Je voulais profiter pour insister sur l'aspect de la souveraineté numérique, parce que si on regarde, l'Afrique jusqu'à aujourd'hui reste en marge de la souveraineté numérique. Les Chinois ont repris la souveraineté en prenant l'effort de bâtir l'équivalent de ce que l'Occident a en termes de géants numériques et de contrôler leurs data. Et l'Afrique aujourd'hui, on est tous sur des infrastructures des autres. On veut être souverain, on veut être indépendant, mais on n'a pas l'arme du 21e siècle qui est la technologie. Il faut qu'on trouve moyen de le contrôler si on veut s'affirmer en tant que peuple. Et vous offrez ce moyen-là. Absolument. Et comment est-ce que les gouvernements réagissent à vos offres? Est-ce qu'il y a un intérêt qui se manifeste? Oui, il y a eu des intérêts. En toute sincérité? Oui. Bon, c'est comme ça aussi je ne vais pas appeler ça la lenteur administrative, mais bon, je crois que c'est dans ce contexte, ça parce que on avait, je ne vais pas dire perdu espoir, on avait même oublié avoir contacté certains gouvernements. Après, on a été relancés, ils ont voulu des choses et tout. Et on était content de savoir qu'ils avaient fait une espèce de due diligence, c'est-à-dire une diligence raisonnable pour vérifier. Et ils étaient intéressés, ils ont dit, nous sommes intéressés par ce que vous proposez. Et actuellement, on attend parce que l'affaire est portée au lieu, au niveau des instances décisionnelles. Vous avez évoqué l'impact sur les collectivités territoriales décentralisées. Pour nos maires qui nous regarderont, ainsi de suite, dites-nous concrètement, parce que les maires, eux, ils vont vous dire qu'est-ce que ça apporte, comment est-ce que je peux avoir des routes pour vous montrer effectivement, comment est-ce que je peux avoir des caterpillars pour nettoyer ma ville, comment est-ce que je peux avoir de l'eau potable avec votre système. La première chose, j'ai parlé encore, merci de parler des municipalités et des maires. J'avais même failli oublier, il n'y a pas 10 jours, j'étais en contact avec une maire adjointe d'une grande ville, une grande capitale africaine, où je lui montrais donc la pertinence de ce que nous offrons. La première chose, parce que c'est ça le piège dans lequel nous devons pas tomber. Les grosses routes, les gros ponts et tout, ça vient après. La première chose à faire d'abord, c'est de contrôler et de maîtriser ou de produire plus d'argent. C'est ce que nos piles technologiques permettent. Dans nos mairies maintenant, si vous regardez, on a les taxes municipales qui ne sont pas bien collectées ou mal collectées. On est obligé d'employer des personnels qui doivent aller cogner presque de porte à porte pour les récupérer. Certains, je n'insulte pas, mais ce sont des réalités. C'est détourné au passage. C'est une cacophonie telle que... il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Nous allons permettre de sécuriser ces ressources parce que les populations... Donc, il faut d'abord sécuriser les finances municipales. Sécuriser. Et ça permet les consolider. Et maintenant, quand vous savez que vous avez 1 million qui rentre tous les mois, vous dépensez peut-être 500 000 en dépenses courantes ou charges courantes et tout, il reste 500 000. Vous pouvez vous projeter et dire, ça va être facile maintenant de trouver l'argent. Ils peuvent lever les fonds à travers des obligations auprès des personnes, partant du fait qu'ils pourront pouvoir... Et vous êtes capable de les accompagner. Oui, des solutions vraiment intégrées en termes de suivi, de flux financiers. Et la bonne nouvelle pour les collectivités locales, ce n'est pas seulement sécuriser les fonds, c'est de pouvoir aussi aller toucher, comme je disais, les actes de naissance, c'est quoi encore? Les états civils. Et même la manière d'interagir avec la population. Je parlais de ça, on a fait l'offre aussi à une de nos grandes villes au Cameroun. Les villes intelligentes. Les gens sont sur téléphone intelligent, on vient de le dire, tout le monde est sur téléphone intelligent. J'ai pris un exemple, je dis par exemple, au cas du Cameroun que nous tous nous maîtrisons, boulevard Amadou Ahidjo et avenue Kennedy, il y a la circulation. Un chauffeur arrive, il y a un poteau électrique qui est tombé, il signale, un poteau électrique vient de tomber au carrefour Intendance à Yaoundé. Directement, ça informe, c'est-à-dire en temps réel, ça informe les services municipaux qui automatiquement aussi informent les usagers de la route et disent, s'il vous plaît, évitez, carrefour Intendance, il y a un incident sur la route. Et automatiquement, plutôt qu'on ait un bouchon de 1000, 2000, 3000 véhicules qui viennent là et attendent avec les klaxons et tout, qui perdent du temps, perdent des personnes qui vont mourir, passer du temps à l'hôpital,
automatiquement, à cet instant-là, on informe tout le monde, s'il vous plaît, déviez, voilà même la route. La personne va regarder sur un écran. Prenez plutôt tel endroit, baladez ou n'importe quoi. Et ville intelligente, grâce à nos pays technologiques, en quelques secondes, pendant que les équipes se mobilisent pour aller peut-être résoudre le problème, on dévie les populations et on évite qu'il y ait ce trafic. Donc, c'est pas seulement sécuriser les finances, mais c'est sécuriser et mieux organiser et prévoir même. C'est vraiment la gouvernance. C'est vraiment diriger, c'est vraiment nos pays technologiques. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Alors ça, ce sont des solutions qui peuvent changer le visage de nos municipalités, transformer nos pays, les municipalités africaines, les collectivités territoriales décentralisées. Eh bien, ça, c'est pour les maires, messieurs les maires. Vous avez donc suivi. Il y a la solution pour vous, pour vos villes. On va finir cet entretien par le mois de l'histoire des Noirs. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Vous êtes des immigrants afro-descendants, vous vivez au Canada. Aujourd'hui, est-ce que le Canada est pour vous un lieu d'apprentissage ou alors pour l'Africain, un lieu d'apprentissage ou un refuge? Comment vous le percevez? Je dirais un mix des deux parce que quand on va... Pourquoi un refuge? Un refuge parce que nous... Parce que vous fuyez quoi? Bon, on va dire qu'on est parti chez nous pour, comme on dit en français, chercher l'herbe plus verte ailleurs. Et c'est ça qui nous a conduits là. Et je dirais, c'est dans ce sens que je dirais que c'est un refuge. Et en même temps, un lieu d'apprentissage, parce qu'on apprend beaucoup, on découvre comment leur société s'est organisée, comment ils ont mis en place. Ça nous inspire aussi, pas tout à fait copier la même chose, mais comment on peut partir de nos réalités socio-culturelles et environnementales pour amener quelque chose qui répond à nos besoins, qui est propre à nous. C'est là où je dirais que... Est-ce que dans votre domaine plus précisément, vous vous êtes inspiré des modèles canadiens pour développer ce que vous avez développé? Bien sûr, bien sûr. Oui et non, je veux nuancer parce que la réalité canadienne aussi propre à elle selon leur histoire, leur culture et autres. Il y a des éléments qui sont bien, qu'on peut copier, mais il y a des éléments qui ne peuvent pas être adaptés à notre... Qu'est-ce qu'on peut copier? On peut copier, par exemple, le modèle bancaire. Le Canada est reconnu aujourd'hui d'être l'un des pays où le système financier bancaire est le plus robuste au monde. C'est pas à démontrer. C'est quelque chose qu'on peut s'inspirer. Donc, nous, on s'est inspiré de cela. On peut aussi dire que nos réalités africaines sont spécifiques. Par exemple, la manière dont la structure sociale ou bien le système économique organisé est particulier. Et on peut partir de là pour bâtir quelque chose qui est propre à nous. Oui. Non, moi, c'est la même chose. On peut, il suffit que vous donnez votre adresse, vous avez donné l'adresse tout à l'heure. On n'avait pas besoin de dire... pas besoin de présenter votre carte d'identité. Voilà, ou bien dire... Avec l'adresse, on peut vous identifier. Effectivement, exactement. On vous localise. Ça nous a pas pris 2 minutes pour arriver ici. C'est pas la même chose que nous avons en Afrique. Chez nous, quand vous demandez l'adresse, quelqu'un va dire, ah non, descends à tel endroit, après tu regardes le poteau, et puis il y aura 2 manguiers. À travers l'adresse, on peut repérer même votre statut bancaire. Exactement. On peut retrouver toutes les transactions que vous faites. Donc, en fait, et même votre historique de crédit, votre profil est bâti avec votre adresse et votre identité. Et dans votre identité, c'est ce que vous faites, ça vous donne où vous travaillez, qu'est-ce que vous gagnez comme une inspiration, mais maintenant, on n'a pas dit qu'on va aller tracer les rues Sainte-Catherine et tout. C'est pas votre mission non plus d'aller tracer les rues. Ça peut être notre mission, mais... Vous devez concevoir des applications avec le désordre de New Bell et Nokoti. Et je veux leur répondre là, parce que là, c'est intéressant, parce que grâce à la technologie, on est capable, grâce à une solution, d'offrir des adresses à ces personnes-là. Des adresses numériques comme ici, à sa position commerciale ou au domicile. Il peut avoir une adresse codée qui est à lui, à partir duquel il est servi. Et avec ce désordre-là. Et automatiquement, maintenant, ça permet de développer le commerce électronique, commerce digital, qui est une grosse source de revenus ici, parce que ça permet d'offrir des emplois intermédiaires aux gens, le geek économique, comme on dit. Il y a quelque chose que je voulais ajouter justement par rapport aux mairies, par rapport aux adresses. Ça m'est échappé. Mais c'est justement autant d'opportunités. Parce que moi, je dis,
Toutes ces solutions, c'est vrai, les gens s'attendent peut-être à ce qu'on dise, ah ben voilà, on va acheter, on va construire des gros immeubles et tout. Ça vient après. Camille, tout à l'heure, qui est quand même un habitué de Gatineau, me disait qu'il y a 5 ans, tout ce complexe que vous voyez n'existait pas. Je suis venu là en 2016. Tous les plateaux, en fait. Tout ce complexe. Je venais là, j'ai mon cousin qui habite à quelques pâtés de maison. Je rendais visite. Ici, c'était la Beauce en 2014-2015. C'est donc un process, c'est une procédure. C'est-à-dire, ces immeubles ne sont pas tombés du ciel. Il y a pour que ce soit là, il y a toute une procédure. Donc, c'est ce que nous voulons que les gens retiennent. Ces immeubles que nous voulons, ces gratte-ciel que nous voulons et tout, c'est possible. Ce qui va dépendre maintenant, c'est l'adoption de nos technologies. Oui, il faut une fondation. Parce que ce que nous proposons est comme une fondation. C'est la fondation qui est indispensable. Les autres éléments. Cette fondation est indispensable parce que. Et c'est comme un nouveau départ pour l'Afrique. Une façon de voir. Un départ technologique, numérique et digital que vous proposez. Qui s'inscrit dans ce qui se passe présentement parce qu'on l'a dit avant. Tout le monde a un téléphone intelligent, tout le monde est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes maintenant en Afrique. Il s'agit de s'adapter à l'évolution technologique. Et de se servir cette évolution technologique pour pouvoir, quel soit notre service. Parce que présentement, vous pouvez avoir l'intelligence artificielle. Il faut s'en approprier. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que vous voyez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin de faire de longues recherches, on n'avait qu'à demander. Si vous faites des bons prompts, avec l'intelligence artificielle, ça vous permet de résoudre un problème, de faire un devoir, autant de choses. Donc, c'est ça que nous disons aux gens. Actuellement, là, nous avons les solutions technologiques pour pouvoir nous permettre, pour que la technologie travaille pour nous. C'est juste qu'on doit être sur cette plateforme et qu'on accepte de jouer. Alors, vous vivez ici au Canada, au Québec, à Montréal, mais vous cherchez des solutions pour l'Afrique. Pourquoi ne pas trouver des solutions aussi pour votre environnement immédiat? Est-ce que Très bonne question. Pourquoi avoir exclu le Canada? Est-ce que le Québec n'a pas besoin de vos services? Absolument. Je dirais même que notre solution s'inscrit dans les deux cadres. Et étant au Canada, notre offre répond à une problématique qui est aussi canadienne. Si on regarde bien le paysage des marchands, des commerces, c'est-à-dire les dépanneurs autres, ils sont confrontés aujourd'hui à des frais exorbitants, des frais interchange. C'est-à-dire quand une personne se rend chez un magasin, il paye avec la carte et le circuit de transaction coûte finalement cher aux marchands. Il se retrouve que sa marge bénéficiaire est grugée par ces frais-là. Alors, notre solution vient répondre à cela en leur offrant quelque chose de straightforward, c'est-à-dire de direct, des intermédiaires et moins coûteux. Et venant ajouter à cela un ensemble d'autres solutions qui n'en ont pas actuellement. Ils sont aujourd'hui face à une concurrence féroce des grandes marques, des grandes enseignes comme Walmart, Costco et autres, qui finalement leur poussent à quitter le marché. Alors, nous allons leur apporter quelque chose qui leur permettra d'être compétitifs, sinon mieux que eux. Non seulement en leur permettant d'économiser sur les frais de paiement, mais aussi d'avoir une boutique en ligne, de pouvoir permettre qu'un client puisse commander à partir de son téléphone, de chez lui, et le ramasser à la boutique et vice-versa. Et c'est pas seulement les marchands, même les communautés, les collectivités locales. Tout récemment, la mairie de certaines municipalités ont même annulé leur compte avec un média social. Nous avons fait part de l'opportunité qu'il y avait pour elles d'avoir, au-delà du média social pour communiquer avec la population, un outil de gestion même de leur activité. On a même dans notre banque de solutions technologiques, on a un produit qu'ils cherchent à implémenter ici, l'assurance paramétrique. Le Canada, ils sont proches des pôles, donc il y a toujours des inondations, il y a toujours des problèmes d'eau quand l'hiver se retire, la glace fond. Et le gouvernement, ça coûte cher, ça pèse trop sur le gouvernement. Et depuis quelques années, 2-3 ans, il y a eu une étude qui a demandé aux municipalités maintenant de se saisir de ce problème-là, donc en mettant sur place des assurances paramétriques. Et nous, dans nos pays technologiques, nous avons donc cette solution d'assurance paramétrique que nous avons justement adressée à certaines municipalités, du moins même à la Fédération des municipalités du Canada, c'est ça qu'on appelle FCM, quelque chose comme ça. Donc, oui, nos solutions, donc, nos solutions s'adressent à tout le monde. Ce sont les solutions technologiques. Donc, et tout le monde aujourd'hui a besoin de technologie, de digitalisation, et que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Afrique, Shaw Banca est votre
solutions, avec des propositions innovantes. Merci beaucoup. On a besoin de plus de 2 heures de temps pour mieux comprendre vos concepts, mais je pense que l'essentiel a été dit ici. Je voulais vous remercier, Camille Aubin-Lagueux, d'être venu. Vous êtes le cofondateur de ShoreBank. Merci également à vous, Héron Bomono. Vous êtes vice-président principal de ShoreBank. Merci d'être venu. Vous êtes tous 2 entrepreneurs afro-descendants qui s'illustrent ici au Canada et qui proposent des solutions pour l'Afrique. Vous l'avez suivi, madame, monsieur. Continuez de rester fidèles à notre plateforme. Aimez, commentez et partagez, mais surtout prenez rendez-vous pour d'autres rencontres avec des personnalités qui s'illustrent dans quelques domaines que ce soit, dans la vie active ici au Canada et en Afrique. Merci d'avoir suivi. C'était l'interview sur Écho du Territoire. Au revoir. Écho Télévision, la tribune des territoires.